Dans cet épisode, nous allons voir le showdown du Guild Leon opposant les Iron Hands aux Imperial Knights. Pour cette liste Iron Hands, nous avons les traits de successeur Long Range Marksman, qui augmentent la portée de 3 pouces des armes à tir rapide et lourdes. Nous avons aussi Master Artisan pour la relance de touche. En QG, nous avons un Primaris Lieutenant en épée et bouclier, ainsi qu'un Primaris Tech Marine amélioré en maître de la forge, avec le trait Target Protocol, et ce sera le seigneur de guerre de l'armée. En troupe, une unité de 5 infiltrateurs avec Gantelet Helix, parce que lorsque c'est gratuit, pourquoi s'en priver. Pour les élites, 2 Redemptors, équipés de 2 Stormbolters en Icaris Rocket Pod, Macroplasma Incinérateur et Onslaught Gatling Cannon. Comme toute liste Iron Hands, nous avons le Relic Contemptors en personnage via le stratagème Marche des Anciens, en lui donnant le trait de Seigneur de Guerre Merciless Logic. Il sera équipé d'un Cyclone Missile Launcher et du double vol kit. Nous retrouvons une unité de 5 Sternguard vétérans. Maintenant que toutes les options sont gratuites, pourquoi ne pas en profiter? Avec 3 combifuseurs, 2 multifuseurs et un gantelet énergétique sur le sergent pour seulement 100 points. Tout comme les infiltrators, lorsque c'est gratuit, pourquoi s'en priver? Pour finir avec cette catégorie, nous avons 2 unités de 5 Vanguard vétérans en jump pack avec 4 griffes et boucliers. Pour ce qui est du sergent, nous avons un grave pistol et une lame relique. Passons aux attaques rapides avec 3 unités d'un land speeder équipé d'un multifuseur. Enfin, du côté des soutiens, nous avons 2 unités de dévastateur avec un chérubin, 2 multifuseurs, 2 canons gravitons et sur le sergent un combifuseur et un marteau. Lorsque les options sont gratuites, pourquoi s'en priver? On retrouve aussi une unité de 6 éradicateurs avec 4 Heavy Melta Rifle, donc les fusils-fuseurs lourds, et 2 multifuseurs car on peut en ajouter un par tranche de 3 éradicateurs. Pour les choix de transport, nous avons un Drop Pod vu qu'il restait des points. Il est équipé d'un Deathwind Launcher. Ce que j'aime dans cette liste Iron Hands, c'est qu'elle se rapproche énormément des listes de Nassim Fushan, c'est-à-dire un bloc de QG basé sur le lieutenant pour sa relance des 1 pour blesser, qui se combine parfaitement avec la super doctrine, permettant de relancer les 1 pour toucher lorsque vous êtes en doctrine dévastateur, tout en ignorant les malus pour toucher lorsque vous êtes infanterie en portant une arme lourde. Donc sur toutes les armes lourdes, vous possédez une relance des 1 pour toucher via la super doctrine, ainsi qu'une relance des 1 pour blesser via votre lieutenant. Cette combinaison vous permet de fiabiliser toute votre phase de tir. Cela permet évidemment de mettre en place ce que l'on appelle une frappe alpha, c'est-à-dire une attaque dès le premier tour, via le drop pod et les 2 unités de dévastateur. De plus, puisque vous êtes en drop pod, vous pouvez vous permettre d'ajouter du multifuseur, sachant qu'en plus, avec Long Range Marksman, vous améliorez de 3 pouces leur portée, passant de 24 à 27. Lorsque vous arrivez n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie, vous n'aurez aucun problème de portée. Pour ce qui est du deuxième bloc principal de la liste, elle se résume au Dreadnought Redemptor, ainsi que le Relic Contemptors. Transformé en personnage via un stratagème, et en ayant moins de 10 points de vie, il pourra profiter de la règle Lockout Sir, en étant protégé par des Redemptors, qui eux-mêmes pourront être réparés par le Tech Marine. Restons sur le Contemptors. Il est équipé de 2 vol kits ainsi que d'un missile cyclone. Via son trait Merciless Logic, lorsque vous faites un jet pour toucher de 6, vous générez une attaque supplémentaire, ce qui signifie que vous devrez effectuer un jet pour toucher, afin de déterminer si cette attaque supplémentaire touche. Mais lorsque le Tech Marine vous offre un bonus de +1 pour toucher, alors vous toucherez sur 2+, relance des 1, de quoi largement fiabiliser vos attaques supplémentaires. Ensuite, pour blesser, vous pourrez infliger une blessure mortelle sur un 6, en plus des dégâts des 2 vol kits. Grâce à la relance des 1 pour blesser du lieutenant, vous obtenez une unité qui sera une bonne génération de sources de blessures mortelles. Maintenant que vous connaissez les 2 blocs principaux de l'armée, nous avons quelques unités satellites. Les éradicateurs d'un côté, les vétérans Steinguard pourront être mis en réserve stratégique en fonction des besoins. D'ailleurs, petite précision, les éradicateurs étant une unité de 6, vous pourrez profiter de la règle escouade de combat pour les scinder en 2 unités de 3 afin d'attaquer votre adversaire sur différents fronts. Nous avons aussi les vétérans Vanguard qui vous offriront une unité assez résiliente et une létalité en phase de mêlée. L'unité étant équipée de boucliers, elle possède ainsi une sauvegarde à 2+, et une invulnérable 4+, que vous pourrez combiner aisément avec un stratagème vous offrant une insensible générique à 5+. Cela signifie que vous serez en 2+, ou invulnérable 5+, et une insensible 5+ derrière, vous permettant d'encaisser la plupart des dégâts létaux. Ensuite, pour le côté létalité, via un autre stratagème, lorsque vous faites un 6 pour blesser, au tir comme au combat d'ailleurs, vous infligez une blessure supplémentaire. Lorsque vous êtes équipé de griffes éclairs, vous permettant de relancer les jets pour blesser, vous fiabilisez leur impact. Je trouve même que c'est assez dommage que le sergent soit équipé d'une lame relique et non pas d'une griffe éclair, voire d'un marteau tonnerre. Pour ce qui est des Landspeeder, ils appuieront les unités de dévastateur en fournissant 6 tirs supplémentaires de multifuseurs. Enfin, l'unité d'infiltrator. Vous pourrez
pourrez les déployer dans le No Man's Land afin de profiter de la nouvelle règle des détachements Space Marine permettant de bloquer un objectif, pour ensuite utiliser un stratagème vous permettant de revenir sur le champ de bataille le tour suivant depuis les réserves stratégiques, afin de bloquer un objectif si votre adversaire en a délaissé un, ce qui peut arriver en fin de partie sur un scénario à 6 objectifs. Bref, passons à la liste Imperial Knight. Pour commencer, nous sommes en maison Taranis, on a une unité de 2 Armigers Elverine en Freeblade avec la tradition martiale chasseur de bêtes. D'ailleurs, l'un des Armigers possède la relique Homme du Bâtard. Nous avons une deuxième unité de 2 Armigers Elverine ainsi que 2 unités d'un Armiger Warglaive, tous les deux avec fuseur. Enfin, nous avons 2 chevaliers croisés, le premier avec la cour exaltée maître tacticien, la tradition martiale Machine Focus. Il est équipé en supplément d'un Stormspear Rocket Pod. Pour son trait de seigneur de guerre, nous avons celui de Taranis, chevalier de Mars. Pour ce qui est du second chevalier croisé, en cour exaltée, nous avons le Princeps, en relique le Endless Fury, et pour ce qui est des traits, nous avons Blessed by the Sacristans et le Yon Bulwark. Ce qui est intéressant en choisissant la maison Taranis, c'est l'insensible à 6+, qui augmente théoriquement d'un 6e les points de vie de vos unités, soit 2 points de vie théoriques sur les Armigers et 4 pour les croisés. Son stratagème vous permettant de faire revenir à la vie l'une de vos unités. Grâce à cela, vous pouvez vous permettre de jouer 2 gros chevaliers, même si, à titre personnel, j'ai une préférence pour les listes avec un seul gros chevalier afin d'avoir plus d'Armigers. Et bien entendu, le trait de seigneur de guerre Taranis pour fiabiliser un tir permettant d'infliger des blessures mortelles avec l'une de vos armes via un stratagème, ce qui est particulièrement intéressant lorsque vous êtes une armée vertueuse, c'est-à-dire avoir entre 5 et 6 points d'honneur. Vous pourrez utiliser ainsi votre trait de seigneur de guerre Taranis, chevalier de Mars, non pas une fois par bataille, mais une fois par tour. Ce qui signifie, si vous avez suffisamment de points de commandement, de pouvoir générer des blessures mortelles tous les tours. Petite précision, avec Arc of Omen, certains objectifs secondaires vous rapportent des points de commandement, lorsque vous les réalisez avec des Armigers. Comme exemple, je prends Assassination ici. Pour ce qui est du second gros chevalier, lui aussi pourra générer des blessures mortelles via son trait Blessed by the Sacristian. D'ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai une préférence effectivement pour les listes avec un seul gros chevalier. On aurait pu du coup avoir un seul croisé, combinant 2 traits de seigneur de guerre, Yon Bulwark pour la résilience, et le trait Chevalier de Mars. Afin de remplacer le second croisé, on peut rajouter des Armiger Warglaive, permettant ainsi d'avoir une meilleure phase de combat et plus d'unités pour contester les objectifs. Il n'y a pas vraiment d'autres subtilités dans la liste, vous avez une très grosse phase de tir via les Elverine et les 2 gros chevaliers croisés, tout en maintenant une phase de mêlée intéressante grâce à vos Warglaive. Parfois, vous pouvez parler des nuances dans la stratégie que les 2 armées ont pour elles, et parfois vous avez 2 armées qui veulent simplement se foutre sur la tronche et exploser l'autre en 1000 petits morceaux. Bien entendu, ces 2 listes vont faire la course pour y arriver. On ne parie pas contre les Iron Hands, surtout dans ce genre d'affrontement, mais je pense qu'il y a certainement un argument pour dire que cette liste de chevaliers a plus de chances que la plupart de réussir, surtout s'il y a des ruines sur le champ de bataille derrière lesquelles un croisé peut se cacher. À ce moment-là, il est plausible que vous en cachiez un dans la réserve stratégique et espérez obtenir une bonne phase de tir lorsqu'il arrive pour la première fois. Le fait de ne pas avoir besoin de se battre en mêlée pour infliger des pertes chez l'adversaire aide vraiment à donner une petite chance aux chevaliers. Ils ont probablement besoin du premier tour prendre l'avantage. Le fait d'être Taranis est aussi incroyablement utile, car chaque blessure ignorée aidera énormément dans cet affrontement. Sans oublier que réussir le jet du stratagème Our Darkest Hour est une autre possibilité de faire pencher la balance en votre faveur. Le pouvoir de destruction de la liste Iron Hands est incroyable, mais ils peuvent mourir facilement, maintenant que l'armure du mépris n'existe plus. D'ailleurs, les armes PA-2 sont très efficaces contre le Space Marine, et elle est très présente dans la liste Imperial Knight, sans oublier le stratagème ciblage calculé qui pourra infliger de lourds dégâts au Space Marine. Si je vous parle de tout cela, c'est parce que, bien que les Iron Hands aient réussi à faire leur travail, les chevaliers ont étonnamment été proches de l'exploit dans ce match, avec seulement 6 points d'écart, ce qui en format WTC signifierait un 11-9, 1 point près, car de 0 à 5 points de victoire de différence, c'est une égalité 10-10. Bref, après la fin de nombreuses explosions, merci noble sacrifice, cela vaut la peine de garder un œil dessus, d'autant plus que dans l'une de ses autres parties, l'Imperial Knight a été capable de vaincre une construction d'Astra Militarum très effrayante. Donc, si vous êtes capable d'engager des listes Iron Hands et d'Astra Militarum, alors cela fait de Taranis peut-être une solution. Victoire Iron Hands 81 à 75. Dans cette liste des armes, il y en a beaucoup. D'ailleurs, l'utilisation de Long Range Marksman pour pousser la portée de ses armes rend cette liste encore plus difficile à éviter que la liste standard. Donc elle a tout pour plaire. Et comme la liste des Dark Angels dans un épisode précédent, si vous participez à des événements, vous allez expérimenter beaucoup de choses du même genre au cours des prochains mois. Dans tous les cas, bravo pour cette victoire. En bonus, je vous mets la liste qui remporte un autre
autre tournoi, celui du Coliseum. Vous l'aurez deviné au wallpaper, nous sommes sur une liste Grey Knight. En QG, nous avons un Librarian avec les pouvoirs psychiques Purifying Flame et Vortex of Doom. Entrée, nous avons le psychique Epitome. Il est équipé d'un combifuseur, d'un Warding Staff et l'amélioration Foretelling of Locus. En deuxième choix, nous avons un Tech Marine avec le pouvoir psychique Warp Shaping pour changer de vague lorsque vous en avez besoin, l'amélioration Noble Death et le trait Divination. Ce sera le seigneur de guerre de cette liste. On retrouve ensuite Castellan Crow en troisième choix avec en pouvoir psychique Gate of Infinity. Enfin, pour finir avec les QG, nous avons un grand maître Dread Knight avec les pouvoirs psychiques Gate of Infinity et Empiric Amplification. Le trait Unyielding Anvil pour l'objectif sécurisé, l'amélioration Servant of the Throne et la relique Sigil of Exigence. Du côté des troupes, ce sera simple. Une grande unité de Distract Squad, équipée de 5 halbardes et 5 épées. Je pense que équiper l'unité de cette manière vous permet d'utiliser la règle escouade de combat afin de la scinder en 2 unités de 5. Pour ce qui est des attaques rapides, là aussi ce sera très simple, nous avons 3 unités de 10 interceptors, une unité entièrement équipée d'épées et les 2 autres avec des halbardes. Nous avons un justicière avec le marteau. Tout comme l'unité de Strike Squad, je pense que le joueur scindra ses unités d'intercepteurs en unités de 5, afin d'avoir 6 unités d'intercepteurs. Pour ce qui est du soutien, ce sera simple aussi. 3 unités d'un Dread Knight, tous en téléporteur, et une seule des 3 est équipée d'une épée, les 2 autres étant en Dread Fist. Ils ont tous, tout comme le grand maître, le Psy Lancer Gatling et le Psy Canon. Ce n'est pas compliqué avec cette liste, car elle est extrêmement violente. Les Dread Knights sont une unité fantastique, les intercepteurs ont la vitesse nécessaire pour écraser les listes de tir des Space Marines et attaquer en mêlée les Aeldari ou les démons. La force exceptionnelle de la nouvelle version de Téléportasso vous donne une longueur d'avance sur la plupart des parties que vous jouez. Les Chevaliers Gris n'avaient pas affiché de résultats aussi spectaculaires depuis la sortie de leur codex, mais ils sont à nouveau une véritable armée, comme en témoigne cette victoire. Passons au best of the rest des 2 tournois. Pour ce qui est du Guild Leon, en deuxième place nous avons Gustavo Martinez en Chaos Knight Petrax, troisième place Luis Humberto Casillas Franco en Imperial Knight que nous avons vu dans le Showdown, quatrième place Eduardo Casillas de la Torre en Imperial Knight Freeblade avec un errant et un croisé, cinquième place José Benjamin Casillas en Thousand Suns et Démon, et en sixième place nous avons Carlos Moreno en Imperial Knight Freeblade avec un Herald errant et des Armigueurs. Du côté du Coliseum, en deuxième place, sans aucune défaite mais avec une égalité, Samuel Martinez avec son Adeptas Sororitas Bloody Rose. En troisième place, nous avons Nimerio Stark en Space Wolf successeur avec de la Thunderwolf Cavalry, des Wolfguard et des Wolfen. Quatrième place, Josué Isabel en Démon. Cinquième place, Casualin Wave en Blood Angel avec de la Death Company, de la Sanguinary Guard. Et en sixième place, Daniel Sotano en Necron, mais on nous précise pas sa dynastie.